Bien, bonjour à tous. Nous allons pouvoir ouvrir nos travaux. Je m'adresse aux collègues qui nous suivent sur le canal vidéo en direct ou en différé. Tous les députés de la mission ne sont pas là. Nous avons le plaisir de recevoir un de nos collègues en présentiel, mais les autres collègues peuvent suivre nos travaux par l'intermédiaire de la retransmission vidéo. Donc nous poursuivons donc ce matin les travaux de notre mission d'information, dont je rappelle le titre: Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous abordons aujourd'hui un domaine parfois négligé, mais qui nous a paru important d'aborder, à savoir le jeu vidéo. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir le Syndicat national du jeu vidéo, qui est présenté par M. Lévan Sargé Ladze, pardonnez-moi, président, et Mme Vanessa Kaplan, sa déléguée générale. Et nous recevons également le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, en la présence de M. James Rebourg, son président, et de M. Nicolas Vignol, son délégué général. Merci, Madame, Messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Nous nous réjouissons de pouvoir vous entendre sur le sujet d'importance qui nous réunit aujourd'hui. Vous le savez, notre mission s'intéresse, avant d'aborder dans quelques jours les sujets éducatifs, à la façon dont les secteurs culturels sont affectés par l'irruption de l'IA générative. À cet égard, il nous semble que le secteur du jeu vidéo tient une place spécifique. Les différentes industries culturelles ont toutes, à des degrés différents, intégré les nouvelles technologies dans leur fonctionnement. Mais le jeu vidéo est intrinsèquement lié depuis ses origines, en tant qu'il ne repose a priori que sur des images synthétiques, à l'intelligence artificielle. On imagine donc d'importantes perspectives d'amélioration, notamment pour l'expérience du joueur. Mais toutefois, le jeu vidéo et ses métiers n'échappent pas aux interrogations qui planent sur tant d'autres professions. Assistera-t-on à une évolution des tâches, voire à un remplacement progressif? Bon, vous pourrez répondre à cette question et aux nombreuses questions que Madame la rapporteure a préparées à votre attention. Je vais vous passer la parole pour 10 minutes maximum, si vous voulez, par organisation, n'est-ce pas, de manière à laisser à Madame Calvez le temps de vous poser les questions qu'elle a préparées. Donc, pour prendre la parole, vous appuyez sur le bouton et quand vous avez fini, vous réappuyez. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup de nous recevoir et de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet qui est complexe, fascinant et peut-être même exaltant du développement de l'IA dans nos métiers. Et cette influence, elle s'exerce de deux façons, car nous avons un double ADN dans le jeu vidéo, avec un pied à la fois dans la culture, c'est une industrie culturelle, et un pied dans la technique, c'est une industrie technique et c'est une industrie numérique de façon immédiate. Et comme vous l'avez dit, pour nous, dans le jeu vidéo, l'IA, c'est l'histoire qui est à la fois ancienne et actuelle. Elle remonte loin et elle est toujours très actuelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'IA quand on a fait des jeux vidéo, globalement. Depuis le début, depuis Pong, depuis les premiers jeux, on a intégré de l'IA de façon naturelle. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Avant ChatGPT, l'IA pour le grand public, c'était Deep Blue contre Kasparov ou AlphaGo contre Lee Sedol, par exemple. Et c'est pas étonnant parce que l'idée de base de l'IA, c'est d'imiter l'âme humaine ou l'intelligence humaine. Or, il y a entre l'apprentissage humain et le jeu des liens qui sont très forts. Et j'ajouterais également en préambule que bien souvent, et notamment parce qu'on va parler de droits d'auteur sans doute, le jeu vidéo est souvent un laboratoire ou même une vision de l'avenir des ICC, de toutes les industries culturelles. Que si vous voulez savoir l'avenir des ICC, souvent, regardez le jeu vidéo et vous verrez ce que sera le secteur dans 10 ans. En tout cas, ça a été souvent le cas. Par exemple, au début des années 2000, l'industrie de la musique commençait à s'intéresser au problème du piratage, le problème réel, que nous, dans le jeu vidéo, on connaissait déjà depuis environ une quinzaine d'années déjà, et qu'on commençait à atténuer nettement par notamment la dématérialisation qui est arrivée très vite. Mais cette dématérialisation au début des années 2000, elle a entraîné tout de suite la problématique des plateformes et de l'oligopole possible des plateformes à une époque où Netflix envoyait toujours ses DVD par la poste. Alors je voudrais dans ce propos liminaire proposer une réflexion très courte, de portée un peu générale, valable pour les jeux vidéo et peut-être aussi pour d'autres ICC, puis très vite passer sur quelques descriptions précises et factuelles sur ce qu'on fait nous concrètement dans nos studios. Pour ensuite peut-être parler de l'évolution des métiers, voilà, de façon très rapide. Mais alors avant, peut-être un petit caveat, enfin un petit disclaimer, comment est-ce qu'on peut dire, un petit avertissement. Je pense qu'il faut être... Et d'ailleurs, c'est peut-être enfin, s'il y avait un seul message que je voulais faire passer, ce serait celui-ci. C'est la situation évolue très vite dans ce domaine.
et il convient d'être très modeste, à mon avis, dans nos analyses. En tout cas, moi, j'essaierai de l'être, je m'efforcerai à l'être. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être dit des choses qui ne seraient plus vraies aujourd'hui, et peut-être que je dirai des choses aujourd'hui qui seront invalidées dans 6 mois. Il y a 1 an et demi, on ne parlait que de ChatGPT, globalement, y compris pour des usages professionnels. Depuis 1 an, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, pour le code, on va travailler depuis 1 an, on travaille sur Gemini, sur le code, sur Anthropic, ou bien sur Anthropic. Et depuis 3-4 mois, globalement, eh bien, on peut dire que OpenAI, avec Codex, est revenu un petit peu dans la course, et Coudois, Anthropic, et ses modèles Claude, etc. Donc, et peut-être que là, je vais peut-être recevoir des mails demain de gens qui vont me dire « Non, mais attendez, il a parlé de Claude et de trucs, c'est has-been depuis au moins 15 jours, et aujourd'hui, on fait autre chose. » Donc ça évolue très vite, il faut être très prudent. Et même le concept de LLM, est-ce que c'est vraiment l'avenir à court et moyen terme? On a, par exemple, le pape en France. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pape français, donc je parle de Yann Lequin, évidemment, il n'est pas à Avignon, qui nous dit qu'à moyen terme, à court moyen terme, parce que ce sont ces mots, c'est l'LLM, c'est une voie de garage, et on va utiliser autre chose, voilà, donc, moi, je vais être extrêmement modeste par rapport à ça. Et donc, alors, autre point très important également, c'est, moi, je ne vais pas présenter le consensus de l'industrie. J'ai beaucoup parlé avec des salariés, avec des chefs d'entreprise, et on n'a pas de position commune. Alors la position la plus commune ou la plus partagée, c'est l'attentisme finalement. On attend de voir, on attend peut-être d'avoir mal avant de crier, on attend de voir des gains de productivité avant de se réjouir. Bon, et on ne voit pour l'instant ni l'un ni l'autre. Hein, c'est pas. Et l'attentisme, évidemment, il est assez logique par rapport à ce que je viens de dire sur la nécessaire modestie de notre analyse. Mais en tout cas, moi, quand je parle à des salariés, à des chefs d'entreprise, ils me mentionnent, par exemple, certaines préoccupations, alors, sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant parce que ça ne transparaît pas dans le questionnaire indicatif que vous avez voulu nous communiquer en amont, mais par exemple des problématiques liées à l'écologie et à la problématique énergétique reviennent très souvent. Et également des problématiques de souveraineté. Alors peut-être qu'on y reviendra aussi là-dessus, mais je pense que c'est un point très important, la souveraineté numérique sur ce point. Voilà, donc un point très général, l'IA, il est très difficile d'avoir un débat nuancé et mesuré à son sujet. Pourtant, il y a une vérité simple, à mon avis, c'est peut-être le deuxième message que je voudrais faire passer ici. Pour nous, l'IA, dans nos métiers, dans notre industrie, c'est le retour de l'innovation. L'IA, c'est le retour de l'innovation. En plus encore, l'IA, c'est peut-être l'autre nom pour l'innovation. C'est qu'il y a aujourd'hui guère de plans d'innovation ou de plans d'augmentation de la productivité qui ne soit pas un plan IA, que l'IA soit présente beaucoup, un peu ou pas du tout. Pareil pour les produits, maintenant on met de l'IA partout, dans les téléviseurs, dans les projecteurs, partout. Bon, et est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'IA? Et cette IA est-elle générative? La réponse est souvent non et non, respectivement. Et l'innovation, c'est quoi donc l'IA, c'est l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est produire un peu plus ou un peu mieux avec un peu moins. Bon, et on a vraiment du mal à voir pourquoi il commence à pourrait être un problème systémique majeur. Il serait étonnant de penser, comme le font certains, que le fait d'avoir davantage de richesses paralyserait les négociations entre agents, intrinsèquement. Je crois qu'André Bergeron y aurait plutôt vu du grain à moudre. Bon. Et l'IA fait souvent penser à cette moi, ça fait beaucoup penser à cette parabole de la manivelle de Sismondi. Alors, je l'ai écrit quelque part pour pouvoir la citer là. Je pense qu'elle est assez pertinente. Donc, cet économiste qui déplorait ce que je vais dire, donc, qui prenait ça au premier degré, si le machinisme arrivait à un tel degré de perfection que le roi d'Angleterre put, en tournant une manivelle, produire tout ce qui serait nécessaire aux besoins de la population, qu'adviendrait-il de la nation anglaise? Le roi pourrait tout faire, n'aurait même plus besoin de son peuple. Alors je dirais tout à l'heure si je pense qu'on peut produire des contenus de jeu pour rien ou presque grâce à cette manivelle. Bon, spoiler alerte, plutôt pas, non. Mais inutile de dire que je suis assez tranquille pour la nation anglaise et pour la nation française aussi pendant qu'on y est. Alors on pourrait en toute rigueur théorique ajouter... on peut être tranquille sous réserve que les gains de productivité ne soient pas captés par une oligopole, enfin par un monopole IA américain. Alors ça me paraît assez peu probable, sauf si on leur donne les clés du camion, évidemment. Mais même dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est pas si évident que ça se passerait nécessairement mal. Donc je reviendrai là-dessus peut-être si on a le temps de parler de ça. Et j'ajouterai également qu'à bien des égards, et pour l'industrie culturelle de façon générale, pour les jeux vidéo en particulier, l'innovation IA qu'on connaît actuellement dans les années 2020, elle est probablement très inférieure aux innovations qu'on a connues dans les années 90, avec le développement de l'informatique, de l'infographie, de la 3D, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas nouveau de gérer ce genre d'innovation. On a l'habitude,
mais on a parfois un petit vertige. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé, on va d'une innovation à l'autre, mais pourtant, là, on se dit, on a un petit vertige. Alors, ce petit vertige, il est peut-être, le petit vertige qu'on a quand on envisage donc l'IA, il est peut-être dû donc, aux outrances du débat public, c'est possible. Il est peut-être dû aussi parce qu'on a un peu désappris ce que c'était que l'innovation depuis le début des années 2000. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je pense qu'on peut étayer ce genre de propos. Et peut-être aussi parce qu'on est un peu comme ces personnes qui sont mal à l'aise dans un avion, mais qui le prennent quand même, et qui se disent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire oui, certes, j'ai l'habitude de prendre l'avion, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé, mais cette fois-ci, qui me dit qu'il ira à bon port. Et je dis ça sans aucune malice et sans aucune moquerie. Je pense qu'on peut être lecteur de Schumpeter et se dire tout de même, mon Dieu, qu'adviendra-t-il de la nation anglaise? Voilà. Donc, en tout cas, loin de ces considérations, dans les studios, très concrètement, on utilise l'IA comme outil partout, dans des degrés, il y a des degrés divers. Alors, c'est souvent quelque chose de secret de savoir dans quelle mesure tel ou tel studio utilise telle ou telle technique. Secret pour plusieurs raisons, y compris d'ailleurs le qu'en dira-t-on. Mais je connais en tout cas, enfin, je peux vous dire que je connais des cas d'usage concret à toutes les étapes de la chaîne de valeur, absolument toutes les étapes de la chaîne de valeur, le code, le marketing, le graphisme, les live ops, les SAV, la conception, la formation, ça on pourrait y revenir aussi. Je vois que le temps passe un petit peu, donc je vais aller un petit peu rapidement. Donc, sur le code, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de développeurs ou de développeuses qui n'aient pas essayé d'utiliser des outils du type Copilot, c'est-à-dire globalement le développeur ou la développeuse augmentée. Hein, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme des aviateurs qui ont un HUD, vous avez ce genre de choses. On a plein d'informations en plus, voire on a une armée de stagiaires. C'est que souvent, l'IA, c'est une armée de stagiaires, donc des gens pas forcément très aguerris, et voire très malins, qui ne vont pas le café d'ailleurs. Mais si vous avez par exemple un algorithme de pathfinding à faire, un algorithme de recherche de chemin, eh bien, le stagiaire, il sort d'école, donc il sait très bien le faire, et probablement beaucoup mieux que vous qui êtes un peu rouillé, donc vous demandez de faire ça, au stagiaire IA, je veux dire. Hein. Pendant ce temps-là, vous faites du café, et quand vous revenez, vous avez le café, et en plus, c'est prêt. Donc là, on a un gain de productivité qui est reversé dans le fait de faire du café. Mais je vais quand même vous dire qu'en général, les gains de productivité dans cette industrie, par nature, et c'est vrai de beaucoup d'ICC aussi, elles sont reversées à destination du public. Si on fait moins cher, ce n'est pas pour faire des produits qui juste coûteront moins cher. C'est pour faire des produits qui auront une meilleure qualité, ou bien sur lesquels on pourra avoir une certaine flexibilité. Sur les graphismes, par exemple, je prends un autre exemple pour montrer, parce que les graphismes, il y a un peu ce fantasme on peut demander à ChatGPT ou autre, via un prompt, d'avoir un graphisme qui va être généré. En fait, concrètement, la valeur marchande de ce graphisme est quand même extrêmement faible, voire problématique. Mais on peut aussi avoir d'autres façons qu'a l'IA d'intégrer notre chaîne de production, notre chaîne de valeur. Ça peut être via des softwares ou des matériels autres. Par exemple, alors, je donne un exemple qui pour l'instant tourne assez mal d'ailleurs, c'est NVIDIA, donc fabricant de puces et de cartes graphiques, qui a annoncé le DLSS 5, c'est-à-dire un rendu amélioré par IA directement activable sur les cartes graphiques. Alors, je dis que ça tourne mal parce que pour l'instant, les joueurs réagissent très mal et on peut les comprendre. Hein. C'est-à-dire que concrètement, vous avez un rendu qui est fait après que les artistes aient fait leur travail, donc les éclairages sont modifiés, les visages sont modifiés. Pour l'instant, ça semble ne pas fonctionner, mais bon, voilà. En tout cas, c'est une façon aussi possible de mettre de l'IA dans la chaîne de production. Et en tout cas, des outils que tous les graphistes connaissent, comme Photoshop, par exemple, utilisent de l'IA, encore une fois, depuis longtemps. Avant, c'était peut-être pas de l'IA générative, mais quand vous voulez détourer une personne sur une photo, ça fait très longtemps qu'on n'est plus au pixel près à enlever les petits pixels, et heureusement, parce que c'est du temps probablement perdu. Voilà, donc le temps file, donc je vais juste... Alors, quand même, très rapidement, est-ce qu'on utilise de l'IA pour des nouvelles idées de gameplay? Un petit peu. Pour l'instant, ça reste anecdotique, mais enfin, c'est des choses qui pourraient se développer, surtout qu'on est dans une industrie où des choses peuvent se développer très très vite. Je voudrais quand même insister sur une petite chose qui est sous-estimée souvent, c'est l'importance de l'IA dans la formation initiale, voire et surtout continue, pour apprendre un nouveau logiciel, pour apprendre un nouveau langage de programmation, des spécifications de nouvelles API. L'IA est vraiment quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus vite et d'apprendre beaucoup mieux. Enfin, dernier petit point, je résume beaucoup du coup, mais c'est sur la transformation des métiers. Donc les métiers se transforment parce que les outils évoluent. C'est quelque chose à laquelle on est habitué. Mais on peut se dire, voilà, je reviens quand même sur la manivelle de Sismondi, et notamment sur l'aspect graphique. Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer, entre guillemets, les graphistes par des IA qui vont faire les graphismes à leur place?
Alors aujourd'hui, c'est objectivement, ça ne se fait pas. En tout cas, j'ai aucun cas, alors sauf peut-être sur des cas extrêmement marginaux, sur des jeux mobiles sur lesquels certains écrans sont à tort ou à raison perçus comme n'ayant pas d'intérêt graphique. Donc on fait quelque chose qui est de qualité extrêmement médiocre grâce à de l'IA. Mais globalement, la médiocrité, ce n'est pas quelque chose qui est achetable par un client. Personne ne veut un jeu médiocre avec des graphismes moyens, avec des musiques pas terribles, avec un scénario qu'on a déjà vu partout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Mais en revanche, il y a un argument souvent qui vient, c'est au rythme où ça va, au rythme où vont les choses, dans 5 ans, là, les graphistes vont être remplacés. Et je vais juste terminer là-dessus. Aujourd'hui, avec un prompt, je peux produire une image qui est d'une qualité telle que probablement 99%, il y a peut-être un artiste dans la salle, 99% de la population n'est pas capable de faire cette chose. Alors moi, je m'inclus dans ces 99% très naturellement. Et on peut se dire, voilà, là, c'est vrai qu'être dans les 1% les mieux, c'est pas du tout suffisant pour faire une musique à succès ou pour faire un jeu vidéo à succès ou un graphisme qui ait de la valeur. Mais demain, est-ce qu'on ne va pas être sur 0,1%, 0,001%, et puis on aura à ce moment-là un point de bascule. Et là, j'ai 2 arguments, à mon avis, qui sont décisifs. C'est d'une part, chaque pouillème de pourcentage est plus difficile à aller gratter que le précédent, et pour plein de raisons, sur lesquelles les techniciens de l'IA vous ont probablement déjà instruit là-dessus. J'y reviens pas, mais en tout cas, on le constate, c'est-à-dire que ça devient de moins en moins facile d'avoir des choses de plus intéressantes. Et puis également, cette cible de 100%, déjà, on va moins vite que ce qu'on pense, mais également la cible qu'on croit atteindre, donc ce 100%, ce graphisme que personne ne saurait faire, ou quasiment personne, en fait, on se trompe probablement, et c'est probablement pas suffisant en vérité. Parce que, et là, ça fait partie des choses, je dis que la situation évolue vite, elle évolue vite sur le fond de la technologie, elle évolue vite aussi sur notre cerveau à nous. L'IA s'inspire de notre cerveau. Nous, on peut aussi regarder l'IA comme un miroir pour comment est-ce qu'on fonctionne nous-mêmes. Par exemple, il y a 3 ans, moi, je n'aurais pas pensé que tout le monde, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été exposées à des images générées par IA, donc probablement quasiment tout le monde dans cette salle, en fait, on est capable, aujourd'hui, on a développé une reconnaissance des images IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous montrez notamment à des communautés de joueurs, si vous montrez un graphisme marketing fait par IA, tous les joueurs vont l'apercevoir. Et en plus, il y a un aspect socialement construit qui est la plupart des joueurs vont vous détester dans ces cas-là, ils vont vous dire c'est lamentable, ce graphisme, non seulement il est médiocre, ça c'est une réalité, mais également je vois qu'il est fait par IA et c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et ça, je pense que c'est pas du tout à négliger. Voilà. Et donc les graphistes, à mon avis, ont encore de beaux jours devant eux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Rebourg. Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, Messieurs les députés, ravi d'être avec vous pour parler effectivement du jeu vidéo dans la partie en fait IA. Alors juste peut-être un propos introductif. Il faut juste rappeler quand même que le jeu vidéo c'est vraiment donc un secteur dynamique au cœur des industries à la fois culturelles et technologiques. On le sait tous, mais c'est toujours important à rappeler, donc c'est la première industrie culturelle en France, aussi bien en France qu'également dans le monde, à la fois en utilisateurs et également en termes de valeur. En France, c'est 40 millions de joueurs qui effectivement sont à peu près bien répartis entre hommes et femmes. On est sur effectivement un usage transgénérationnel, ça c'est vraiment un point important, et à peu près 3/4 en fait, des joueurs jouent de manière hebdomadaire. Donc c'est un vrai loisir culturel, c'est une vraie passion culturelle. Point important, c'est aussi un gros levier économique en France. On a à peu près 20 000 personnes qui aujourd'hui travaillent dans l'univers du jeu vidéo. Et ça développe également aussi un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 5,8 milliards en 2025. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en France, on occupe une place stratégique au niveau du jeu vidéo. On a la chance d'avoir un écosystème très fort avec un leader mondial que vous connaissez tous qui s'appelle Ubisoft, mais également beaucoup de belles ETI qui sont représentées, à la fois cotées ou non cotées, aussi bien Quantic Dreams, Ankama, Dontnod, Asobo et également Shiro et Soundfall. Et surtout, en fait, le point d'orgue pour rappeler la fierté qu'on peut avoir en France, c'est que pour la première fois, donc, un studio français, Soundfall Interactive, a gagné donc, le prix donc, de ce qu'on appelle les Games Awards, qui correspondent aux Oscars du jeu vidéo. Et ça a été effectivement une razzia donc, au niveau de l'ensemble des prix. Donc c'est une vraie reconnaissance, quelque part, dont on peut être très fier. Le point important aussi par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'on est un des seuls univers qui est à la fois à la croisée entre la partie technologie et la partie culturelle. Ça, c'est véritablement un point crucial. Et de très très longue date, en fait, le jeu vidéo était un terrain d'expérimentation de toutes les nouvelles innovations technologiques. À la fois sur la partie, en fait, ce qu'on appelle la réalité virtuelle, le streaming, en l'occurrence la partie métaverse. Et un point qui est vraiment important, ça a une vraie notion de diffusion. Et aujourd'hui, si vous prenez un acteur qui s'appelle Nvidia, que tout le monde connaît, qui est la plus grosse
capitalisation boursière mondiale. Il faut quand même rappeler que son cœur de métier initialement était de faire des cartes graphiques pour le jeu vidéo. Donc ce qui tend à prouver que souvent le jeu vidéo a été un peu un conditionneur ou un accélérateur dans cet univers de l'IA. Point important, comme nous sommes une industrie culturelle, on est très attaché à la fois à la promotion et la protection du droit d'auteur. On sera amené à y revenir prochainement avec toute l'évolution que l'on a depuis maintenant quelques années sur cet univers très, très impressionnant du jeu vidéo. Comme l'a très bien dit en fait Levan, l'intelligence artificielle, c'est un outil historique au service du jeu vidéo. Contrairement à une idée répandue, depuis sa création, et là j'insiste sur le terme, le jeu vidéo s'est véritablement en fait développé sur toute cette dimension IA. Il faut rappeler que ça a été au départ la capacité à créer effectivement l'ensemble d'univers. C'est le seul bien culturel qui est ce qu'on appelle non linéaire, c'est-à-dire que dès le départ, vous devez créer soit ce qu'on appelle des histoires avec un certain nombre de scénarios et un certain nombre de stratégies. Il y a tout un travail de traitement et d'analyse des données qui est opéré. Et depuis ça, effectivement, on peut estimer que l'IA est presque à la genèse en fait, du jeu vidéo depuis maintenant plus de 50 ans, avec une technologie qui était effectivement à l'époque très très faible. Mais toute cette capacité créative des créateurs, j'insiste sur ce doublon de mots, même si ce n'est pas très français, permet de montrer que dès le départ, en fait, la partie technologique a permis de développer une vraie création artistique. Si vous prenez un exemple très simple, c'est qu'un jeu comme Pac-Man, auquel tout le monde a pu jouer, quand vous devez absolument éviter ces petits fantômes dans ce labyrinthe, il fallait absolument que chaque fantôme ait sa propre algorithmie, son propre parcours, son propre stratégie, et tout était fait pour faire en sorte que ça puisse être travaillé à travers de logiciels. Point important aussi, finalement, quand vous prenez ce qu'on appelle un peu la genèse, pour parler du côté culturel du jeu vidéo, un des jeux vidéo le plus culturel et le plus connu au monde, c'est le jeu d'échecs. Alors on a tous joué sur un plateau en bois en tant que tel, et ça a été effectivement un des premiers concepts qui a pu être rentré, parce que l'idée c'était vraiment de jouer contre un ordinateur, de faire en sorte qu'effectivement un jour l'intelligence humaine pouvait être battue par un ordinateur. Et si vous prenez l'exemple de Kasparov, ça s'est passé il n'y a pas 5 ans, 10 ans, mais il y a plus d'une vingtaine d'années où il a perdu contre un ordinateur. Donc c'est un peu cet esprit-là qu'on retrouve aujourd'hui dans la partie jeux vidéo. Donc l'idée c'est de travailler sur des notions de systèmes relativement complexes, des vraies interactions. Toute cette logique déterministe a toujours été vraiment au cœur de notre activité. Donc à travers ça, pour nous, on part du principe que l'IA générative, ça nous offre de belles perspectives pour le développement des jeux vidéo. Le point important, c'est vraiment la capacité à pouvoir automatiser en fait, la création de contenu, à la fois sur le code, le visuel, l'ensemble des éléments sonores. Le point crucial, c'est clairement aussi la capacité à réduire les cycles de production. Et là, j'en viens sur un point de marché très important. Aujourd'hui, quand vous prenez un jeu vidéo, ce qu'on appelle AAA, qui coûte souvent plusieurs centaines de millions d'euros en termes de développement, on est sur des temps de production qui peuvent être entre 5 ans, 7 ans, ou même, on va dire, presque 12 ans, si vous prenez le cas de GTA, qui est une grosse production américaine. Et quand vous devez créer un jeu qui va être lancé 5 ou 6 ans après, le marché peut avoir totalement évolué. Donc on part du principe avec l'IA, c'est qu'elle va réduire effectivement potentiellement les temps de production, une meilleure capacité à s'adapter au marché, et ça c'est vraiment un point très important. Point également aussi important dans l'univers du jeu vidéo, comme on doit travailler sur des éléments non linéaires, beaucoup d'interactions, ça va faire en sorte de réduire pas mal de tâches répétitives pour faire en sorte que les personnes puissent travailler sur des composantes beaucoup plus créatives, de travailler sur des éléments beaucoup plus innovants. Alors ça va forcément changer les métiers, on viendra après sur la partie formation qu'a également évoqué Levan, mais pour nous c'est un point important. Et par exemple, si vous prenez les principes d'outils d'écriture assistée, ça permet de pouvoir avancer plus rapidement pour que les gens qui font des scripts ont capacité à pouvoir travailler sur des éléments qui vont être beaucoup plus en attente par rapport à ce que veulent effectivement les joueurs. Ce qui est également aussi important, c'est que dans l'univers du jeu vidéo, il y a une grosse partie d'immersion, une partie de graphisme. Donc l'IA permettra également aussi d'accélérer cette dimension-là. Ça, c'est vraiment un point crucial. Et juste pour revenir à un point très important aussi à préciser, c'est que souvent, l'IA est fortement utilisée dans la partie prototypage, quand vous devez présenter soit en comité interne chez un éditeur, ou soit vendre votre jeu en termes de financement près d'un éditeur. Le prototype, c'est vraiment l'élément clé où vous devez absolument être à même de pouvoir présenter ce type de schéma. L'IA est fortement utilisée. Et le point qui est vraiment crucial, c'est que l'éditeur, dans sa décision, va regarder le concept général. On voit effectivement que c'est fait avec l'IA, ce n'est pas du tout optimisé. Clairement, ce ne sera jamais vu par un joueur, parce que le joueur n'accepterait pas. Il y a une très forte exigence, comme l'a rappelé également Levan, du joueur. Dès que le joueur voit effectivement une trace d'IA, automatiquement, il y a ce qu'on appelle un effet de backslash. Je vais juste prendre un exemple. C'est l'exemple d'un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Pearl Arbis, qui a été développé par une structure pendant presque 7 ans.
Comme c'est un univers très très dense, qu'on appelle en monde ouvert, l'IA a été utilisée pour la partie prototypage, pour définir l'ensemble des axes, qu'on appelle la partie de l'arborescence, les arbres de comportement. Et à travers ça, il restait encore quelques traces d'IA dans la phase finale. Il y a eu un backslash au niveau de la communauté. Et là, l'éditeur est en train de refinaliser pour faire en sorte qu'il n'y a plus de traces d'IA. Donc c'est bien cette idée par laquelle c'est un assistant à la création. En tout état de cause, ça n'est pas effectivement le seul outil sur lequel on se base. Le point également aussi important, c'est que l'IA également permet d'optimiser tout l'usage d'un jeu vidéo, en l'occurrence dans toute la partie jeu en ligne, dans la capacité à la fois de modération, de contrôle et si possible de réponse sur des comportements qui sont des comportements déviants. Et à travers ça, c'est un vrai outil de gestion, en fait, support en tant que tel. Et le point important aussi dans la partie IA, qui est vraiment crucial dans les jeux avec une forte dimension narrative, c'est ce qu'on appelle les PNJ, les personnages non joueurs. Quand vous jouez, effectivement, vous incarnez un personnage avec d'autres ou potentiellement seul, et vous rencontrez dans des univers que vous voulez réels de plus en plus de personnages non joueurs. Et l'IA aura capacité à pouvoir travailler sur des scénarios d'interaction qui sont de plus en plus denses, et ça permettra de vraiment densifier cette expérience. Et ça, c'est aujourd'hui un des axes très très forts sur lesquels s'inscrivent les studios et également les éditeurs. Et autre point, c'est qu'avec l'IA, on aura une capacité aussi à pouvoir rendre un usage presque plus personnel, puisqu'on pourra prévoir, selon les typologies de joueurs, comment chacun va être amené à réagir. Donc l'IA, pour nous, c'est vraiment une opportunité importante pour l'industrie, avec à date, effectivement, j'ai bien à date un peu de menaces sur l'emploi. Il y a forcément beaucoup d'interrogations quant à son impact, mais pour nous, on le voit vraiment comme un outil d'assistance à la création. Je réinsiste sur cette notion, effectivement, de temps en fait, de production. Aujourd'hui, si on reprend cette hypothèse qui a été évoquée en amont, qui fait que le jeu vidéo, on a toujours été avec cette capacité à créer de l'IA. Initialement, les jeux vidéo, il y a à peu près 30-50 ans, pour un jeu AAA, coûtait à peu près 1 million d'euros. Ça, c'était pour les premières générations. Les générations de milieu, c'était à peu près autour de 10 millions. Maintenant, on est monté entre 50 et 100 millions. Donc, on a eu des coûts quand même qui ont été vraiment inflationnistes en tant que tels et qui ont surtout créé des temps de développement très, très longs. Et ça, aujourd'hui, par rapport à un lancement sur le marché, l'IA permettra de réduire ces temps de production. Et ça, c'est vraiment un élément crucial. Et surtout, en automatisant en fait, toutes les tâches répétitives, on aura une capacité à développer la partie innovation. Et on pense qu'il y aura bien évidemment tout un travail qui va se faire sur la fois des nouveaux talents, un certain nombre d'acteurs qui devront être amenés à réfléchir sur comment optimiser. Les jeunes générations aujourd'hui dans les écoles sont vraiment formées à l'usage de l'IA de manière optimale. Et le point qui est vraiment important, c'est que l'IA, il y a 3 ans, il y avait un seul acteur qui après a fait des petits. Il y a une vraie, ce qu'on appelle segmentation qui s'opère aujourd'hui au niveau de la partie IA. Alors je ne rentre pas dans la partie l'IA selon les différents types de métiers. Mais ce qu'on pense, nous, aujourd'hui, c'est que sur la partie IA, il y a 2 phénomènes. Il y a la partie capacité à ce qu'on appelle créer, en fait, l'outil de l'IA, mais également la partie données. Et cette capacité à travailler sur des fonds données, la capacité à les indexer, c'est ce qui fera la valeur des différents acteurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IA, il n'y a pas forcément ce côté winner takes all. On a souvent cru que OpenAI serait le seul gagnant en tant que tel, que Gemini serait au niveau de Google. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont amenés à se développer. Et en l'occurrence, on peut être très fier de ce que fait aujourd'hui, donc effectivement Mistral, qui est encore effectivement en déplacement avec le président, et également aussi la perception que peut avoir donc un acteur effectivement reconnu, ex-directeur de l'innovation chez Meta, avec Yann LeCun, avec effectivement Ami Labs. Donc cette évolution aujourd'hui fait qu'il y aura une redistribution qui va s'opérer. Donc on est vraiment au tout début de cette révolution. Donc on n'aura pas d'avis tranché, parce qu'on est toujours en mouvement, mais j'ai presque envie de dire que le jeu vidéo, notre force, parfois on a pu croire que c'est une menace, mais pour nous c'était plutôt une opportunité, c'est qu'on a toujours vécu avec un changement qui était permanent, quoi. Et pour nous l'IA, c'est un changement qu'on accepte, sur lequel on est amené à vivre. On pense que par rapport à nous, il y a un vrai besoin aujourd'hui de soutenir la partie IA. On va dire qu'à la fois jeux vidéo et IA, c'est un couple qui vit de très très longue date. On est dans une configuration où on souhaite être amené à pouvoir être l'un aligné par rapport à l'autre. Tout ce qu'on souhaite au niveau du jeu vidéo, c'est de faire en sorte qu'on puisse prendre le train de l'IA en marche, si possible avec des acteurs ou des outils d'IA qui soient des acteurs français ou européens, de manière à pouvoir partager à la fois des valeurs donc d'éthique, sociale, également culturelle et environnementale. Et on pense que le jeu vidéo, comme ça a été le cas dans le passé, est un vrai acteur pour pouvoir accompagner les acteurs de l'IA. On pense qu'il faut qu'on travaille vraiment sur la partie du programme d'investissement transverse qui a été le plan en France 2030 ou le plan Tibi. On est également aussi très orienté sur le développement du crédit impôt jeux vidéo,
qui doit embarquer une partie d'IA qui est pour nous importante. Point important, et j'en finirai par là, c'est forcément beaucoup de réflexion sur la partie des enjeux juridiques liés à la partie IA, liés bien évidemment à la partie droit d'auteur. On sera amené à en parler. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Il y a un cadre européen qui a été mis en place, sur lequel aujourd'hui on est plutôt aligné en tant que tel. L'ensemble des acteurs du jeu vidéo sont amenés à pouvoir se caler par rapport à ça. On respecte ce respect du droit d'auteur. Et surtout, ce qui est un point important, c'est quand vous prenez les éditeurs de jeux vidéo que nous représentons au sein du CEL, on est vraiment les premiers promoteurs et défendeurs du droit d'auteur. Donc vous avez là-dessus, à travers nous, des avis quand même très conséquents. Et on pense qu'il y a un dispositif juridique quand même très important. Donc on sera amené à parler. Il faut les conclure maintenant, cher monsieur. Donc pour conclure, effectivement, pour nous, l'IA, c'est un élément clé que l'on a effectivement de très longue date en accompagnement du jeu vidéo. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'améliorer la compétitivité si la France sait s'embarquer avec à la fois l'IA et le jeu vidéo. Et le dernier point, un vrai respect sur la partie du droit d'auteur. Merci beaucoup pour ces propos liminaires. Je passe la parole à Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président, merci pour ce développement. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui parce que comme vous l'avez dit, le jeu vidéo, c'est à la rencontre de la tech et de la culture. On a différentes formes d'art qui sont déployées, d'art graphique, sonore, art narratif. Et vous l'avez souligné, parfois on voit dans le jeu vidéo ce qui va pouvoir venir dans toutes les industries culturelles et créatives. Comme vous l'avez dit, on a une précaution aussi dans l'ensemble de nos débats, c'est qu'on parle à l'instant T et on sait très bien qu'on n'aura pas forcément les mêmes contenus et les mêmes paroles quand on est auditionné un 31 mars ou quand on est auditionné au mois de décembre dernier ou quand on est auditionné dans un mois. On sait que la situation évolue tellement vite. Mais par contre, je trouve intéressant que vous soyez revenu sur la notion d'innovation, parfois en disant que sous le vocable IA, on packageait l'innovation, que parfois on avait oublié que l'innovation devait être là davantage. Moi, je voulais revenir sur la chaîne de valeur du jeu vidéo en général. Vous nous avez donné différents points d'évolution, que ce soit sur le raccourcissement des cycles de production de ces jeux, que ce soit au niveau du code, que ce soit au niveau du graphisme, ou même au niveau de la formation. Mais selon vous, si vous deviez déterminer les stades de la chaîne de valeur qui sont les plus concernés par l'IA, est-ce que ce serait au niveau de la conception, est-ce que ce serait au niveau de la pré-production, la production elle-même, les développements quel est finalement le stade le plus concerné, ou est-ce que c'est tous les stades mais est-ce que vous voyez comme étant ce à quoi on doit s'attacher plus globalement aujourd'hui? Et je rajouterais une question qui est sur si aujourd'hui ça bouleverse et ça transforme la chaîne de valeur, est-ce qu'au final on peut se dire que la qualité des jeux vidéo et la qualité de l'expérience du joueur en est à proportion et proportionnellement augmentée elles aussi? Merci beaucoup. Je vous en prie. Qui veut prendre la parole? Monsieur... Oui, c'est une question qui n'est pas facile, et elle n'est pas facile à plus d'un titre. Bon, déjà parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas de statistiques sur concrètement ce que font les studios. On peut inférer, on peut avoir des conversations privées avec telle ou telle personne, mais avec évidemment des risques de biais. Et puis ce qui se fait en France n'est pas forcément ce qui se fait en Chine ou aux États-Unis. Mais alors, c'est pas une réponse de Normand. Je crois qu'effectivement, tous les stades de la chaîne de valeur sont affectés. Peut-être certains plus que d'autres, effectivement, et suivant les métiers. Par exemple, au niveau graphique, au niveau de tout ce qui est les arts graphiques, j'ai le sentiment, et c'est ce que disait aussi mon confrère, c'est que concernant les graphismes en pré-production, on peut voir beaucoup comment on dit, des placeholders, des trucs qu'on met parce qu'on n'a pas la version finale et qu'on va générer avec de l'IA, par exemple. Mais alors, ça peut paraître totalement anecdotique. Peut-être que dans certains cas, ça l'est, mais ça permet aussi à l'équipe de se projeter. Si on doit signer avec un éditeur, par exemple, avoir des images pas terminées, mais quand même qui expriment ce qu'on veut dire globalement, c'est quelque chose qui est très important et qui, à mon avis, c'est un peu une évolution silencieuse là-dessus. Mais encore une fois, le joueur ne le verra pas, cette amélioration. Et sur la production à proprement parler de jeux vidéo, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'innovation IA aujourd'hui, vraiment dans les jeux qui sortent, je veux dire.
concernant le graphisme. Concernant le développement, par exemple, donc le code, les personnes qui produisent du code, ce qui déjà recouvre plusieurs réalités différentes. Et là, pour le coup, je pense que dans la production, on y est. Concrètement, il y a du code produit par de l'IA qui est déjà dans des choses qui sont sur le marché. Alors, je parle ici de programmeurs ou programmeuses augmentés, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, voilà, le programmeur aidé de son armée de stagiaires IA. Je ne parle pas de ce qu'on appelle le vibe coding. Ça, c'est un mot à la mode, surtout outre-Atlantique. Le vibe coding, alors moi, ma définition personnelle, ça consiste à demander à une IA généraliste du type ChatGPT ou Gemini ou Claude ou autre de faire quelque chose. Il le code. On lui demande encore d'autres choses. On s'émerveille parce qu'effectivement, ça produit de plus en plus. Et au bout de quelques jours, on s'aperçoit qu'il a fait absolument n'importe quoi et que le truc est bâti absolument sur du sable et que ça va s'écrouler. Voilà, c'est ça ma définition du vibe coding. D'autres pourraient en avoir une un peu plus optimiste. Mais voilà, en tout cas, le code augmenté avec de l'IA, c'est déjà le cas. Là, franchement, on y est déjà. Peut-être qu'il y a peu d'entreprises qui le diront aussi nettement. Et peut-être d'ailleurs que je vais avoir des entreprises qui vont me contacter pour me dire « mais non, pas du tout, nous on ne fait pas ça du tout ». Bon, dont acte, c'est une façon éduquée educated guess, comme on dit, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire. Enfin, voilà, j'essaie de combler les trous et d'avoir cette prédiction. Vous posiez une autre question, je crois, sur la valeur pour le joueur ou pour la joueuse. Alors ça, c'est très important, effectivement. C'est concrètement la valeur, où est-ce qu'on la réinvestit. Alors, c'est toujours très compliqué. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe. Enfin, à mon avis, on va entrer dans une phase de paradoxe de Solow. C'est dans les années 80, cet économiste qui disait on parle beaucoup d'informatique partout, mais moi, l'informatique, je ne la vois pas dans les statistiques de production. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et je pense qu'on aura la même chose. On aura, à un moment donné, des gens qui vont dire on n'a pas arrêté de nous parler d'IA, on nous a bassiné sur l'IA pendant des années, et pourtant, on ne produit pas plus. En vérité, c'est parce que les gains de production, c'est très difficile après d'aller les traquer. Une baisse de prix, par exemple, si vous baissez les prix mais que la qualité est augmentée, est-ce que c'est de la déflation? Est-ce que c'est très compliqué. Donc là, je renvoie à des gens qui sont beaucoup plus sachants que moi, donc des économistes sur ce terrain-là, c'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, nous, ce qui est très clair, c'est que dans le jeu vidéo, et c'est probablement vrai pour beaucoup d'autres ICC, on est une économie de l'offre. C'est-à-dire que concrètement, si on fait un produit médiocre, il ne sera tout simplement pas vendu du tout, ou quasiment peu. Donc, à partir du moment où il y a moyen de faire un jeu un peu plus beau, un peu plus rapidement, un peu plus, un peu plus en phase avec ce que les gens veulent, on rate le train si nous-mêmes on n'adopte pas ce genre d'amélioration. Mais et donc pour répondre à cette question, je pense qu'aujourd'hui tous les gains de productivité sont reversés, outre le fait de faire du café, dans l'agrément pour le joueur. Mais comment est-ce qu'on quantifie un tel agrément? C'est très complexe. Qui veut? Oui, monsieur Aubourg, appuyez sur le bouton. Merci. Mais sur la partie chaîne de valeur, clairement, donc, on va dire que l'IA impacte toute la chaîne de valeur avec différentes proportions. Le point qui est vraiment important, et je pense pour nous, en fait, c'est la partie pré-production. Alors là, j'ai peut-être une lecture un peu d'éditeur. Ça permet véritablement de pouvoir lancer des nouveaux projets assez rapidement. Les coûts de pré-prod étant réduits, ça permet de pouvoir se positionner sur tel et tel type de configuration, de retravailler dessus, de le réoptimiser. Donc, la décision va être forcément plus rapide. Le deuxième point également aussi important par rapport à nous, c'est quand même toute la dimension liée à la partie, ce qu'on appelle graphisme ou les univers, puisqu'avec des principes, ce qu'on appelle de génération procédurale de contenu, on peut optimiser en fait le développement d'un jeu vidéo. Le point également aussi crucial qui fait aujourd'hui quand même la différence, c'est ce qui a été souvent, alors c'est quand même dans des jeux très orientés narratifs, avec une très forte immersion, les fameux personnages non joueurs. C'est ce qu'attendent aujourd'hui effectivement les joueurs en tant que tels. Alors, il n'en reste pas moins qu'il faudra quand même avoir des créateurs d'écriture, de scénarios qui se mettront en place. Mais il y aura vraiment des améliorants qui vont être amenés à pouvoir se positionner par rapport à ça. Et vraiment, pour la chaîne de valeur, je réitère ce point important, pour nous, c'est l'idée de pouvoir réduire ce temps de production. C'est un élément quand même qui est crucial. Si vous prenez par exemple l'univers des cycles de console, une console dure en général entre 6 à 7 à 8 ans. Donc quand vous devez lancer effectivement un jeu, selon le cycle de la console, ça va forcément être amené à impacter. Et cette capacité à pouvoir travailler sur une réduction effectivement du temps de production, ça va être un point quand même qui va être aujourd'hui très important. Ouais. Et sur la partie expérience du joueur, on va dire que le joueur veut quelque chose qui
dans lequel il y aura une très forte immersion, une capacité à pouvoir retrouver quelque chose de très créatif. Mais tout le travail qui va être vraiment le talent, la fois du studio de l'éditeur, c'est de faire en sorte que l'IA doit être un assistant, mais ne doit pas être le créateur final, quoi. Et là, on est quand même sur un univers qui est vraiment très particulier, c'est qu'aujourd'hui, le joueur est non seulement client, mais il appartient à une communauté. Hein. Et donc ça marche dans les deux sens. Soit effectivement le jeu va véritablement transcender la communauté, hein, et là vous avez un effet, ce qu'on appelle d'accélération dans l'acquisition et l'intérêt du jeu. Ou à l'inverse, il y a ce qu'on appelle en bon français un backslash, en tout cas une campagne de dénigrement conséquent. Et ce qui fait que le travail que doit faire le studio avec l'IA doit être parfaitement calibré pour qu'on retrouve la création humaine et que cette touche humaine créative reste effectivement très présente. Merci beaucoup de rappeler voilà, la touche humaine qui est à la base de la créativité. Je voulais prolonger, vous avez évoqué les personnages non joueurs et on a eu l'occasion d'assister à plusieurs, notamment avec mon collègue Denis Messiglia ici, à la présentation il y a quelques mois de Ubisoft qui regardait la façon dont on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour façonner ces personnages non joueurs et qui entraîne une individualisation encore plus poussée, puisque dans le jeu vidéo, de manière générale, il y a une individualisation de son parcours, mais là, ça permettait d'avoir des personnages. On a mesuré le travail d'entraînement qu'il devait y avoir à ces personnages, et puis on a mesuré aussi les risques et les besoins de modération pour éviter soit d'avoir des personnages non joueurs qui commencent à raconter n'importe quoi, soit aussi peut-être le risque de l'attachement entre le joueur et le personnage non joueur. Avez-vous des exemples justement sur le développement de cette hyper individualisation et quelles sont éventuellement les opportunités et les risques que vous voyez pour le métier? Oui, donc c'est une question qui a beaucoup de ramifications. Et notamment, c'est vrai que quand on parle d'IA pour aider au dialogue ou à la création de personnages, mais aussi la création, par exemple, de paysages. On a mentionné des paysages générés par de l'IA, ce genre de choses. Alors déjà, il faut bien voir que dans les deux cas, j'ai assez peu de cas d'IA authentiquement générative. Je sais qu'Ubisoft a fait une tentative, a fait un produit comme ça. Il y en a eu quelques-uns également qui ont été vraiment ciblés pour ça. Mais il y a souvent une petite confusion, qui n'est pas forcément une confusion embêtante d'ailleurs, entre... on a de l'IA qui génère quelque chose, qui génère des dialogues, qui génère des paysages, et donc on dit, du coup, c'est de l'IA générative, par construction, et dans un sens, c'est le cas. Sauf que souvent, quand on dit IA générative en technique, on veut parler d'IA entraînée à base de neurones profonds, et notamment une structure de type transformer, qui va ou pas avec des modèles de diffusion pour les images, ce genre de choses. Mais on peut tout à fait générer des choses avec de l'IA sans que ce soit de l'IA générative au sens strict. Bon, là, peu importe ce problème de sémantique, mais je veux dire par là que ce n'est pas une problématique nouvelle. Et effectivement, utiliser de l'IA pour générer des dialogues, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et qui date donc de l'IA générative à strictement parler. Ensuite, dans le jeu vidéo, on a une tension très forte entre donc là encore une fois, qui n'est pas nouvelle, entre l'individualisation et au contraire la direction, le fait qu'on a un artiste qui va proposer des personnages et ces personnages sont écrits comme dans un roman quelque part. Et les joueurs veulent certes quelque chose qui leur parle à eux, mais ils veulent aussi quelque chose où ils sentent que ça a été construit. Et quand on étudie ça, c'est un peu la même chose finalement au cinéma dans un roman. Dans un roman, on a des personnages qui nous parlent nous. En tout cas, quand un roman, ça dépend du romancier. Stendhal, ça me parle à moi. C'est quelque chose. Et ça, c'est très important d'avoir ça. C'est pas une façon d'éluder la question, mais on cherche la même chose dans un art créatif comme le jeu vidéo. Je veux quelque chose qui me parle à moi, mais en parlant à moi, c'est quelque chose qui vise l'universel. Donc, des petits réseaux de neurones qui vont être programmés à dire ce que les gens pensent que j'ai envie qu'ils me répondent quand je lui dis telle et telle chose. Moi, je pense, en tout cas, on n'a pas eu la démonstration encore. Moi, là, je parle en tant que joueur, j'ai pas eu la démonstration que c'était pertinent mais j'attends de l'avoir avec impatience. J'attends qu'on me. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment vu ça. Quant au risque que l'individualisation ferait peser, là encore, moi, je vois pas ce risque comme quelque chose de très important. Un risque d'attachement au personnage.
bon, bah, on est attaché, dans notre vie, on s'attache à des personnages de fiction, peut-être même que ça peuple notre imaginaire, et c'est une bonne chose. Et simplement, donc ça, c'est pas quelque chose contre lequel il faut aller. Alors, je sais bien qu'il y a des problématiques parfois sur les chatbots, notamment de type psychologue, etc. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas de jeu vidéo du tout. Mais en revanche, des personnages qui nous parlent, qui peuplent notre imaginaire, qui restent une fois qu'on a terminé le jeu. C'est le cas dans Clair Obscur, Expédition 33, alors qu'il n'y a pas d'IA dedans. Et c'est ça qu'on veut aussi. Alors simplement, il faut qu'il y ait, et là, pour le coup, il faut qu'on s'appuie sur d'autres valeurs aussi. Il faut qu'il y ait une diversité de personnages. En ce sens, il ne faut pas qu'il y ait des personnages qui aillent que dans une seule direction. Il faut une diversité d'opinions, de points de vue, de vision du monde. Il faut qu'il y ait une façon française de faire des jeux, comme il y a une façon américaine ou chinoise. Enfin, voilà, donc ça, c'est à mon avis là-dessus qu'il faut mettre l'accent, sur cette diversité, sur la créativité. Et le risque d'individualisation, à mon avis, il n'est pas. Je le vois, je ne comprends pas entièrement de façon en soi, quoi. Monsieur Rebourg. Alors pour revenir sur le principe de l'IA, mais c'est valable également pas seulement en jeux vidéo, mais dans toutes les industries, c'est qu'en fait l'IA c'est toujours cette capacité donc algorithmique, la partie LLM, mais également la partie en fait données dans laquelle vous allez effectivement être amené à puiser votre rendu en fait au niveau de la partie LLM. Donc sur la partie jeux vidéo, et c'est un peu ce que font aujourd'hui pas mal d'acteurs du secteur, c'est de faire en sorte quand vous devez créer des personnages non joueurs, l'idée c'est de faire en sorte que dans cette notion de données que vous allez mettre, qui vont permettre de pouvoir définir des réactions de PNJ, il y a une forme de curation des données, à savoir que si vous faites en sorte de ne pas mettre un certain nombre de propos qui pourraient être des propos déviants, des propos gênants ou des positions qui soient quelque part un peu troubles, c'est de l'ordre de l'éditeur de faire en sorte de définir de manière un peu prédictive l'ensemble de ces éléments. Et ça, c'est un point crucial. Et on revient effectivement sur ce qui a été mis en propos liminaire, c'est que quand vous êtes avec une IA, on va dire, si possible, européenne, avec un certain nombre de valeurs à la fois sociales, culturelles, éthiques ou environnementales, l'éditeur potentiellement, on va dire français ou même européen, aurait vocation à pouvoir faire en sorte d'avoir une base de données qui lui soit propre et que votre PNJ ne puisse pas, ce qu'on appelle parfois, diverger ou avoir des positions qui soient particulières. Et tout le travail qui est fait auprès d'éditeurs, et en l'occurrence, c'est un peu ce que fait aujourd'hui l'outil Neo PNG en fait d'Ubisoft, cette dimension, avoir justement cette notion de curation qu'on peut avoir au sein du système. Le collègue veut prendre la parole à un moment donné, c'est quand vous voulez. Merci beaucoup. On a encore un peu plus d'une demi-heure, donc n'hésitez pas. Moi, je voulais venir justement sur les données et sur l'utilisation des données d'entraînement et plus largement sur la propriété intellectuelle. Vous l'avez évoqué dans vos propos introductifs. Aujourd'hui, on se retrouve à maîtriser plus ou moins les données et qui sont celles utilisées pour l'entraînement. Vous appelez de vos voeux à ce qu'on puisse disposer de données qui soient des qualités à des fins d'entraînement. La question des droits d'auteur vous paraît-elle se poser avec la même acuité dans le domaine du jeu vidéo que dans d'autres secteurs? Alors vous allez me dire que les autres secteurs vous les connaissez moins, mais on a ce constat que de nombreuses données ont été utilisées pour l'entraînement des modèles d'IA. Savez-vous et avez-vous constaté que des jeux vidéo dans toutes leurs caractéristiques ont pu servir pour les entraînements d'IA? Quelles sont vos positions sur le consentement, c'est-à-dire l'autorisation à utiliser ces données? Quelles sont les rémunérations auxquelles vous pouvez prétendre, en tout cas en tant qu'ayant droit sur ces propriétés intellectuelles attachées aux jeux vidéo? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est votre position sur l'utilisation de vos IP pour l'entraînement des IA? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez exercer un droit de retrait, ou êtes-vous éventuellement en train de passer des accords de licence avec certains modèles d'IA? Alors, le premier rappel, c'est qu'aujourd'hui, dans l'univers du jeu vidéo, en tant qu'éditeur, pour nous, la notion de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, c'est vraiment le nerf de la guerre. J'ai même fait un peu une digression assez particulière, c'est quand vous prenez par exemple l'univers du cinéma, quand vous avez lancé un film il y a même 30 ou 40 ans, dans l'absolu, en fait, ce film a toujours valeur, vous pouvez le regarder en DVD, en Blu-ray ou même en version streaming.
Dans l'univers du jeu vidéo, il y a une forme d'obsolescence technologique qui fait que quand vous avez joué à un jeu il y a 20 ans, potentiellement, vous n'avez plus un jeu parce que vous n'avez plus la plateforme pour jouer. Donc votre seul actif qui vous reste, véritablement, c'est votre propriété intellectuelle qui peut avoir 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc ça, vous voulez absolument la préserver, c'est à vous effectivement de la développer avec vos différents types d'offres que vous allez remettre sur le marché selon l'évolution des consoles, des mobiles ou potentiellement des PC. Donc on est clairement, en tant qu'éditeur, attaché à cette notion de droit d'auteur. Donc aujourd'hui, en fait, tout est fait pour que dans l'univers de l'IA, chaque éditeur va être amené à défendre sa propriété intellectuelle, à faire en sorte de pouvoir tout faire pour ne pas être amené à ce qu'on appelle la concéder ou la licencier. En tout cas, c'est son choix personnel. Et si j'ai juste un élément que je souhaiterais effectivement rappeler, c'est ce qui est advenu la semaine dernière, c'est un peu l'actualité. Alors qu'on soit clair, c'est pas jeu vidéo, c'est l'univers du cinéma. Disney avait signé un gros deal, effectivement $1 milliard, avec OpenAI pour l'application en fait Sora, qui était une concession de plus de 200 propriétés intellectuelles au sein de leur deal, de manière à pouvoir créer des productions à base d'IA qui auraient été optimisées. Et il s'avère que ce deal, contre toute attente, a été arrêté, non pas par Disney, mais a été arrêté par OpenAI. Alors c'est pour un certain nombre d'éléments. Il y a un élément quand même qui est certainement très important, c'est que dans cette notion, vous allez être amené à concéder vos droits d'auteur. L'idée, c'est de savoir comment ça va être opéré après par les personnes qui vont être amenées à pouvoir les utiliser et dans quelle mesure après, celui qui va être l'outil d'IA va être positionné comme étant dans une solution d'hébergeur. Et s'il y a une digression, un usage détourné de la propriété intellectuelle, c'est à lui de faire diligence pour retirer effectivement ce type de résultat de prompt. Donc c'est un dossier quand même qui est très 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 sensible à date, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette dimension du droit d'auteur, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées, il y a des discussions qui sont en cours avec pas mal d'acteurs, mais ça reste un sujet quand même qui reste aujourd'hui encore très très chaud. Autre point qui sera effectivement à traiter dans la notion de droit d'auteur, ça va être un élément marquant dans le jeu vidéo, qui est ce qu'on appelle la création de contenu par les joueurs. Ça, c'est un point important. Ce sera un sujet sur lequel on sera amené à réfléchir aujourd'hui, parce que beaucoup de plateformes peuvent être amenées à pousser effectivement ce qu'on appelle en anglais justement en anglais c'est l'acronyme UGC pour User Generated Content. Et cette dimension-là devra être préservée pour faire en sorte que si l'éditeur souhaite être amené à licencier, il pourra le faire, et ça se fera à certains types de conditions. Oui, monsieur Sergej Veladze. Oui, votre question donc, s'inscrit quand même dans une logique qui est celle probablement de la PPL du Sénat sur la présomption d'exploitation ou d'utilisation des données d'entraînement, et qui est un texte assez complexe, qui s'inscrit, enfin, le texte est très très court, mais ça s'inscrit dans une volonté de faire négocier entre des différents acteurs. Alors en tout cas, pour parler très clairement, est-ce que des jeux vidéo sont utilisés comme source d'entraînement? À ma connaissance, non. Voilà, en tout cas, pour autant que je sache. Mais c'est assez logique, parce que c'est vrai que donc, depuis les développements des modèles DaVinci d'OpenAI qui a donné GPT-2 et 3, etc., l'idée, c'est vraiment, on se rue sur le texte d'abord. C'est vraiment le texte. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir d'ailleurs il y a 10 ans, vraiment l'importance du texte dans l'entraînement de ce genre de modèle. Et ensuite, de choses on peut dire du paratexte, c'est-à-dire la musique, les notes de musique, puis ensuite vraiment la musique en tant que telle, puis la vidéo, mais le jeu par sa nature non linéaire s'inscrit moins dans cette logique-là. En tout cas, moi, quand je demande à différents modèles d'IA, parce que je joue à Europa Universalis 5, je suis un peu perdu, je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer comment faire pour faire telle et telle chose? Je vois que, sous couvert de l'assertivité légendaire de ce genre de modèle, manifestement, elles sont aussi perdues que moi, ces IA, dans ce jeu. Donc voilà, donc ça, pour l'instant, je pense que le jeu vidéo n'est pas utilisé comme ça. Et par ailleurs, et ça je pense que c'est important de le voir aussi, les données d'entraînement aujourd'hui, est-ce que c'est pas la bataille d'hier? Vraie question, je ne me permets pas d'y répondre. Certains spécialistes me le disent en tout cas, ils disent que voilà, on a déjà crawlé, on a déjà parcouru toutes les données qui étaient mises à disposition, donc ça c'est finito globalement. Et en revanche, les nouvelles données qui seront faites peut-être même parfois exprès pour, enfin c'est le cas parfois, mais qui sont faites pour l'IA, en tout cas les nouvelles données, les nouveaux films, là pour le coup il y aura des accords ensuite, et donc des négociations entre producteurs et modèles d'IA. Et donc ces négociations, comme je disais tout à l'heure en propos liminaire, il y aura plus de grains à moudre
je ne vois pas pourquoi s'il n'y aurait pas de négociation, ça ne me paraît pas être un péché que de négocier entre différents acteurs de la chaîne de valeur. Et je ne me permettrai pas d'ailleurs de porter un jugement sur la PPL qui est très au-delà de mon domaine d'expertise. Mais voilà, en tout cas, moi, je formule le vœu qu'on n'ait pas donné, qu'on n'appuie pas ou qu'on n'incite pas que à des négociations entre des géants de la production et des géants du numérique, en oubliant tous les entre guillemets petits producteurs de contenu, mais aussi les gens qui vont entraîner des modèles, des petits modèles. Et ça, on le voit déjà dans le jeu vidéo. Tout à l'heure, on est passé très vite dessus, mais quand on parle d'utiliser de l'IA dans les jeux vidéo, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'utiliser des grands modèles ou est-ce qu'on parle très souvent, en tout cas, moi je vois de plus en plus, et à mon avis c'est l'avenir aussi, utiliser en interne des modèles open source qu'on a fine-tuné, comme on dit, pardon pour tous les anglicismes depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un peu l'aléa de ce genre de débat, qu'on a fine-tuné, qu'on a adapté à nos propres métiers, c'est quelque chose, et qu'on fait tourner en local, qu'on fait tourner chez nous, et sur lequel le contrôle étatique ne sera pas du tout quelque chose de facile. Sans même parler de modèles distillés ou autres, les Chinois de DeepSeek ont défié bref, on en a beaucoup entendu parler, donc il y a vraiment d'autres choses, c'est pas juste les grands modèles de données, et donc c'est pas juste OpenAI, Google et compagnie, je pense. Voilà, donc en tout cas, cette négociation, elle est intéressante. Nous, on n'y est pas vraiment partie prenante, mais quand tout est compliqué et quand tout bouge très vite, on s'attache à des principes. Moi, il y a vraiment deux principes, et je reviens là-dessus, il y a deux principes. Le principe d'innovation, parce que l'innovation, c'est une bonne chose, par principe, ça, on peut ne pas être d'accord, mais c'est un principe, à mon avis, qu'il faut défendre et qui est très important dans les industries culturelles, plus qu'ailleurs encore. Et deuxièmement, il y a des principes comme le droit d'auteur. Effectivement, le droit d'auteur, c'est une très mauvaise protection, le droit d'auteur. Très mauvaise protection. Mais c'est la plus mauvaise protection, à l'exception de toutes les autres, comme pourrait le dire Churchill peut-être. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose auquel on est attaché. Donc il faut faire vivre ce droit d'auteur, évidemment. Après, il faut le faire vivre. Bon, il a quand même très très bien vécu et il a répondu à beaucoup de crises, le droit d'auteur, finalement. Et donc, on aurait envie de suggérer aux parlementaires de n'y toucher que d'une main tremblante, finalement, parce que ça marche déjà très bien. Donc ça, voilà. Mais l'adaptation est peut-être, sans doute, je ne sais pas, nécessaire là-dessus. Mais en tout cas, une fois encore, les choses vont très vite. La raison viendra après. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans l'action. Et qu'on le veuille ou non, je crois que Hegel avait une très belle phrase pour dire ça, la chouette de Minerve ne pense qu'on en vole que la nuit tombée. Voilà, attendons un petit peu, ne soyons pas trop précis, et donc ayons la main tremblante. Merci beaucoup. Vous avez parlé des différentes utilisations que vous faites des logiciels. Il y a des qui sont produits par des grandes compagnies, d'autres plus petites, des modèles que vous faites tourner en interne, des modèles qui sont open source. Aujourd'hui, quelle est la place des acteurs français dans ces différents outils? Est-ce que vous sentez qu'on est encore là, ou de moins en moins, en fait, les outils français sont là, français et européens? Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, je ne suis pas expert dans ce domaine, donc je vais être très modeste là aussi. Ensuite, quand on parle d'IA, il faut aussi voir, donc on a le modèle, donc ça c'est important, c'est central, évidemment, la technologie de rupture, elle est ici, mais il faut aussi parler de plus en plus de l'infrastructure qui va autour. On va parler de systèmes d'automatisation autour, on va parler de serveurs MCP qui vont apporter du contexte aux différentes IA pour lui faire faire exactement ce qu'on veut, et qui vont permettre, par exemple, on a un graphiste qui va proposer une interface graphique, mais dans un logiciel graphique, on va appuyer sur un bouton et hop, ça va générer le code HTML, par exemple, pour une interface web. Donc, il n'y a pas que l'aspect modèle. Sur l'aspect modèle, on a la chance, effectivement, d'avoir Mistral, c'est pas rien, et qui gravite autour. Alors, sans doute, moi, pour être tout à fait franc, j'ai jamais parlé avec des personnes de Mistral en direct, mais voilà, ça crée forcément un écosystème autour aussi, des gens qui s'intéressent à ce que fait Mistral, qui se disent tiens, on peut utiliser Mistral pour faire telle et telle chose. Donc ça, c'est important. Et ça, je pense que cette logique d'écosystème, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver, qui est très important, qu'on a eu la chance d'avoir en France, notamment parce qu'on a des studios de taille très très différentes entre Ubisoft et des studios minuscules. Cette densité de structure est intéressante, de texture est intéressante. Il faut qu'on ait la même chose dans toute la tech. Et pour ça, c'est important aussi, alors, tout en étant évidemment totalement à l'écoute de ce que peut dire le secteur culturel, dont nous, mais c'est vrai que c'est important qu'on ait aussi des gens de la tech qui se sentent autorisés en France à innover, à implémenter de nouvelles choses.
Et voilà, et quand on fait des propositions de loi en dehors du RIA, enfin le RIA, donc le règlement qui est en train de s'appliquer, qui s'appliquera, je crois, dès juillet, qui s'appliquera entièrement, il y aurait toujours le risque, si on fait des choses un peu trop franco-françaises, encore une fois, je ne dis pas que c'est la PPL du Sénat, je ne me permettrai pas de juger, c'est au-delà de mes compétences. Mais si on fait des choses trop franco-françaises, on risque d'envoyer un signal que, écoutez, si vous voulez faire de l'IA, il vaut mieux aller ailleurs, pour différentes raisons. Voilà, gardons nos spécialistes et nos talents en France. Clairement, par rapport à nous, l'idée, c'est de rentrer sur une vraie synergie entre à la fois les acteurs de l'IA et les acteurs en fait, du jeu vidéo. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui en fait, Mistral en France. Il y a tout un travail qui est fait donc, effectivement, avec la révolution apportée par Yann LeCun là, sur son concept d'Amilabs, qui est totalement différent de la partie LLM. Donc, notre position en fait, là-dessus est très claire, c'est qu'on part du principe qu'il n'y a pas de souveraineté française, elle est forcément un défaut à l'échelle européenne. Donc l'idée, c'est de trouver un alignement qui s'opère à l'échelle européenne. Le point crucial qu'on souhaite toujours rappeler, c'est que le jeu vidéo, c'est un marché mondial en tant que tel. Et la seule capacité de pouvoir adresser effectivement ce type de problématique, c'est d'avoir au moins une force effectivement, qui se fait donc, au niveau européen. Quand tu as parlé effectivement alors, de l'expertise, j'en ai encore moins que celle de l'Evan sur cette partie-là. Enfin, il n'en reste pas moins que tout le travail qu'on doit être amené à faire, c'est de développer en fait tout ce qui peut être synergie entre acteurs de l'IA et les éditeurs de jeux vidéo. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites parfois par les studios et la valeur des studios, souvent quand ces studios-là alors, sont soit acquis ou soit sont choisis pour développer des jeux, c'est parce qu'il y a des outils, des moteurs particuliers qui font que en ayant développé un jeu et une spécificité au niveau de ces moteurs IA, ça leur permet après de pouvoir créer un vrai différentiel par rapport au reste du marché. Ça a été le cas effectivement avec Dontnod, donc le studio français avec effectivement le titre Banisher, qui a travaillé effectivement un outil vraiment spécifique. Et tout le travail qu'on doit être amené à pousser, c'est de faire en sorte de pouvoir s'appuyer à la fois sur France 2030, sur le plan Tibi, pour pouvoir pousser cette dynamique-là. Et point aussi important, bien évidemment, c'est toujours le rappel du crédit impôt jeux vidéo, dans lequel on doit absolument inscrire cette dimension en fait, IA. Alors, on peut comprendre que le crédit impôt jeux vidéo, c'est souvent très orienté dans une dimension avec des spécificités créatives ou culturelles. Alors, est-ce qu'il faut après le mettre dans le crédit impôt recherche? Ça, c'est encore un autre débat. Et là-dessus, je ne suis pas expert pour pouvoir en parler. Mais cette dimension jeux vidéo et IA, c'est pour nous un élément en fait, prégnant en tant que tel. Merci. Vous avez évoqué le plan France 2030 ainsi que le crédit d'impôt jeux vidéo. Plus largement, le soutien au secteur du jeu vidéo de la part des institutions publiques. Vous semble-t-il à la hauteur des défis que l'IA impose ou donne comme opportunité à votre secteur? Est-ce que vous pourriez revenir à cette occasion sur ce que contenait le plan France 2030 à ce sujet, que ce soit en termes de dispositifs ou en termes de montants? Décidément. En fait, pour nous, le point important, c'est que l'assise première, c'est vraiment la partie crédit impôt jeux vidéo. Donc, c'est aujourd'hui en fait un montant qui est aux alentours de 60 millions à 110 millions par an. Donc, ça reste effectivement conséquent. Mais ça reste effectivement sur des créations, ce qu'on appelle ponctuelles, pas forcément sur un principe de travail de long terme, sur l'accompagnement à travers des outils d'IA. Donc, toute l'idée qu'on peut trouver alors sur des plans France 2030 ou plan Tibi, c'est des notions en fait, de plus long terme sur lesquelles on veut travailler, montrer qu'il y a des éléments d'accélération qui peuvent être amenés à s'opérer. Donc, il y a tout un travail qui est fait dans cette dynamique-là, pour qu'on puisse être amené à trouver donc, le bon financement et surtout une vision à très long terme. Après, juste un point à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on appelle la partie de l'IA, les sommes qui sont engagées sont des sommes quand même qui sont astronomiques. Enfin, on le voit au niveau mondial, on le voit même au niveau français. Enfin, vous avez dû voir en fait, ce qui était annoncé en fait, hier, c'est que Mistral a annoncé une levée de dette bancaire de 860 millions d'euros. Dette bancaire, à ce montant-là, c'est quand même assez conséquent, pour pouvoir financer un cloud souverain à l'échelle européenne. Donc l'équation, c'est que le jeu vidéo est un contributeur, mais qui ne peut pas effectivement être dans une perspective d'alignement en termes de besoins financiers que ce que a besoin actuellement la partie IA. Oui, allez-y, j'en prie. Oui, non, je voulais juste appuyer lourdement ce que disait James Rebourg sur ces sujets. Je pense que le crédit d'impôt jeux vidéo, c'est vraiment une très bonne réponse.
Et je pense que quand les choses sont compliquées, quand ça évolue très vite, quand on ne sait pas exactement de quoi demain sera fait et à quoi ressemblera un jeu vidéo dans 5 ans, je pense que vers la tech compliquée, il faut venir avec des idées simples. Et c'est vrai que le crédit d'impôt jeu vidéo, ça fonctionne très bien parce que c'est très simple. Donc ça évite la micro-gestion, dire voilà, on va aider telle ou telle chose, tel ou tel type de production. Et dans ces cas-là, vous avez évidemment des effets d'aubaine, des effets aussi de contournement. Bon, donc c'est compliqué à piloter. Là, il y a quelque chose, c'est un crédit d'impôt. Donc on peut pas, si une production n'est pas rentable, elle ne sera pas rentable non plus que le crédit d'impôt. C'est pas la question. Mais on a un accélérateur. Et donc ça marche. C'est très simple, c'est pilotable. Ça a prouvé d'ailleurs, il y a de nombreuses études qui ont été faites, y compris par des parlementaires d'une part, par le CNC. On a aussi, nous, au niveau du SNJV, on n'a pas fait une étude, mais commandé une seule étude qu'on a publiée, qui va dans le même sens que l'étude des parlementaires et l'étude du CNC, à savoir que c'est un dispositif qui est vertueux. C'est-à-dire que, alors, quand on met 1 €, ça rapporte tant. J'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête, mais Vanessa, tu les as mieux. 2,20, paraît-il. Me souffle-t-on. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'est à vérifier. Et les chiffres sont aisément consultables. Voilà, c'est un dispositif qui est simple, qui est vertueux, qui est vertueux également pour les dépenses publiques, qui est vertueux pour l'écosystème, parce que ça invite à investir plus, et notamment à investir entre autres dans l'IA, mais à la rigueur, est-ce que c'est dans l'IA qu'il faut investir? Je ne sais pas. Et ça dépend peut-être des types de jeux, des typologies voilà, donc il y a plein peut-être de chefs d'entreprise ou de salariés qui nous écoutent, qui nous disent mais l'IA, c'est pas du tout le défi central du jeu vidéo dans les années à venir. Et voilà, cette diversité, c'est important. Et en tout cas, et quand on a un dispositif qui est un peu agnostique comme ça, c'est intéressant. Alors après, ça n'empêche pas d'avoir des dispositifs qui renforcerait l'aspect IA en particulier. Le crédit d'impôt recherche a été mentionné. C'est également un crédit, alors on est sur des ordres de grandeur très très au-dessus, et là pour le coup également très, très au-delà de ma zone de compétence, mais qui peut avoir un effet très positif sur l'IA, et peut-être qu'il faut renforcer, je ne sais pas, mais en tout cas il y a peut-être des pistes là-dessus pour pas le flécher, je pense que c'est sur une mauvaise idée, mais en tout cas pour renforcer l'aspect IA et l'aspect innovation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA c'est l'innovation c'est l'IA. Je pense que aidons l'innovation, c'est peut-être mieux que dès l'IA, globalement. Vous avez raison de parler d'innovation. On a souvent des mots à la mode. On avait il y a quelques années, on va dire il y a 4 ans, le mot métaverse qui a fait même changer de nom un acteur majeur. Est-ce que dans quelques années, on se revoit et on dit mais IA, en fait, c'est passé de mode? C'est difficile, vous avez dit en préambule que tout évoluait très vite, mais est-ce que l'IA n'est pas l'arbre qui cache la forêt de multiples innovations? C'est ce à quoi vous nous invitez peut-être aussi? Monsieur Rebourg. Alors, il y a juste un point, effectivement, si on reprend l'exemple du métaverse, qu'il faut vraiment appréhender, je pense que c'est vraiment le talent aujourd'hui qu'on peut avoir dans l'univers du jeu vidéo, c'est qu'on est tenu par des communautés de joueurs qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Et dans la configuration qui est celle de l'exemple que vous citez en amont, on part du principe que est-ce qu'il y avait vraiment une valeur d'usage, une valeur de plaisir? Et là-dessus, j'en suis pas forcément persuadé. Donc, pour revenir sur la partie aujourd'hui, effectivement, jeux vidéo, comme notre premier public et notre premier, ce qu'on appelle contrôleur en fait, de développement, reste effectivement la partie communautaire. On a toujours eu ce talent de très très longue date à écouter en fait ce que veulent les joueurs, quelles sont leurs attentes et comment est amené à le délivrer. Donc aujourd'hui, comme l'IA est pour nous un assistant à la création, on part du principe que ça permet de pouvoir délivrer une expérience de jeu qui va être passionnante, immersive, enfin, qui va vraiment les transcender, et le mot est vraiment adapté par rapport à ça. Tant que l'IA arrivera à rendre effectivement ce type de service, parce qu'il y a une partie innovation, une capacité à réduire en fait les temps de production, un certain nombre d'éléments d'amélioration, il y a une conviction qu'effectivement ça pourra continuer. Mais on revient sur notre propos liminaire, c'est que l'IA pour nous, c'est tout le développement informatique qu'on fait maintenant depuis 50 ans dans le jeu vidéo. Et à travers cela, aujourd'hui, il y a un phénomène d'accélération. Et ce sera à nous, en tant que développeurs et éditeurs de jeux vidéo, de savoir quels sont les éléments qui nous sont importants et prégnants, qui conditionnent vraiment le succès d'un jeu, et ceux qui ne le sont pas du tout. Monsieur Serge Védé. Oui, déjà sur le fond, je pense que l'IA, c'est pas le métaverse. Très clairement, je pense que ça c'est important. On est sur quelque chose qui... Enfin, on peut avoir beaucoup d'arguments pour dire que c'est très différent, mais il faut être modeste et prudent et puis essayer d'avoir un peu peur du ridicule. Et ça me rappelle que, je ne devrais pas vous le dire, on est entre nous, personne n'écoute, on coupera au montage, c'est au besoin. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait été auditionné par... c'était dans un opérateur au niveau d'un ministère. Et c'est vrai qu'il y avait un fonds qui allait être mis en place. Et c'était, je crois, création numérique et métavers. Et c'est vrai que moi, j'étais dans mon siège.
je m'enfonçais dans mon siège en essayant de leur dire, mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment le métaverse, parce que ça va peut-être un peu vite. Bon, voilà, bref. Mais alors, des gens, par ailleurs, des gens d'une qualité remarquable, hein, bien évidemment. C'est vrai que voilà, parfois, n'allons pas trop vite sur les mots à la mode. Bon, je pense que l'IA n'est pas un mot à la mode, et que c'est bien autre chose. Mais encore une fois, attention. Et puis, ce qu'on appelle l'IA, ça reste un slogan marketing, l'IA. Ça a toujours été un slogan marketing depuis le début. C'est d'ailleurs un slogan absolument génial. C'est-à-dire que si vous avez des chercheurs, tous les personnes que je connaisse qui sont chercheurs à l'université ou autres, dont l'un des métiers consiste à essayer d'aller récupérer du financement, parce que c'est pas évident, auprès aussi bien de laboratoire que l'aspect public, ils rêveraient d'avoir eu cette idée d'appeler un truc intelligence artificielle. C'est le concept marketing définitif et absolu. Donc voilà. Donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a de l'IA générative ou pas. Et quand c'est génératif, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais globalement, l'idée, c'est on a automatisé le muscle humain. Bon, mais encore, je le dis, il y a encore des ouvriers, donc c'est pas. On va aussi automatiser et aider l'esprit humain, certaines capacités cognitives. Ça, c'est quelque chose de fond, c'est quelque chose de philosophiquement très important. Et voilà. Et ça, je pense que c'est autre chose que le métavers. Et on ne sait pas trop. L'éducation, que ce soit la formation initiale, que ce soit la formation continue. Comment, et c'est une occasion que je vous donne, comment faire que les jeux vidéo ne soient pas perçus uniquement comme un loisir, mais aussi parfois un outil d'apprentissage et qui puisse développer par l'interaction une autre façon d'apprendre. Comment les jeux vidéo peuvent nous aider à nous acculturer à l'IA et plus globalement à la société. On a encore 2 heures là, c'est ça ? Je peux parler ? Parce que là, ça ouvre beaucoup de portes. Et alors, plusieurs choses. Bon, déjà, on est assez largement en dehors de ma zone d'expertise. Là, on parle d'éducation, de formation. Donc, il y a vraiment des spécialistes là-dedans. Que disent ces spécialistes souvent ? C'est que l'IA, comme le jeu vidéo d'ailleurs, même si ça n'a pas de lien forcément à ce niveau-là, peut être une aide très efficace. Je pense que sur l'IA, même cette aide, elle est sous-estimée. Encore une fois, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur la formation continue. Je pense que ça va être vraiment très important, et notamment parce que la formation continue, de façon générale, dans beaucoup d'entreprises, et je ne parle pas que du jeu vidéo, est très souvent en dessous de ce qu'elle devrait être. On ne forme pas assez les salariés, et donc tout est bon à apprendre, tout est bon à apprendre, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gagner très facilement. Il y a des victoires rapides à obtenir. Ensuite, moi, ce que me disent les gens, les sachants, et je parle aussi bien des professeurs que des spécialistes que j'ai pu consulter ou que j'ai pu lire, c'est que il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Des jeux peuvent aider. On peut avoir des jeux qui aident à apprendre le code de la route, enfin que sais-je. Mais que tous ont leurs limites. Et qu'à un moment donné, on doit toujours avoir on peut même apprendre le piano avec des applications, mais à un moment donné, si vous n'avez pas un prof de piano, un prof qui va vous expliquer, prof de mathématiques, ou qui va s'adapter à votre psychologie, ce que, quoi qu'on en dise, ne fait pas l'IA, eh bien, vous allez plafonner, vous allez avoir des problèmes. Donc, par exemple, là, si je prends le cas concret, donc je restreins beaucoup votre question, mais histoire de l'approfondir juste sur ce point-là, sur la formation continue, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient très intérêt à avoir des plans de formation sur l'IA tout de suite, là, maintenant. C'est-à-dire que là, on utilise des IA du commerce, hein, qu'on fine-tune à peine, qu'on entraîne peut-être sur des contextes qui sont les contextes métiers. Et par exemple, moi, je ne veux pas faire de publicité pour des acteurs, surtout en plus, ce n'est pas des Français. Donc bon. Mais en tout cas, il en existe beaucoup. Il y a vraiment des choses très faciles à faire, très amusantes aussi. Beaucoup de salariés, ça les amuse d'avoir un peu le dernier gadget à la mode aussi. Mais il faut être conscient qu'à un moment donné, on va plafonner. On va s'améliorer beaucoup et on va plafonner. Quand je dis on, je ne parle pas que des salariés, je parle vraiment de la société en général. Il y a beaucoup de victoires rapides et après on va plafonner si on ne met pas en place autre chose. Et alors le jeu vidéo, pareil. Le jeu vidéo, on sait toujours qu'il y a un lien entre le jeu vidéo et l'apprentissage. Moi, quand j'étais gamin, j'ai jamais autant appris sur l'histoire de la guerre du Pacifique en jouant Silent Service 2 de Sid Meier. Voilà, il y a vraiment énorme, parce qu'on est captivé, on est intéressé, comme on peut l'être pour un roman ou un film de guerre. Sauf que le jeu vidéo permet de mettre beaucoup plus de précision, de détails, de petites choses très voilà. Et puis ça donne envie aussi de rebondir et d'aller plus loin, de lire des livres sur les sujets, ce genre de choses. Mais là encore, ça va pas marcher sur tous les enfants, ça va pas marcher sur tous les publics. Ça marchera sur certaines thématiques et pas sur d'autres. Donc là encore, il y a besoin de l'apprentissage, il y a besoin des professeurs. Là encore une fois, des professeurs augmentés à l'IA et aux jeux vidéo, ça j'y crois. Moins de professeurs, j'y crois pas, personnellement. Et en tout cas, je ne le souhaite pas, ni pour mes enfants, ni pour moi. Allez, Monsieur Rebourg, pour cette dernière question, je vous en prie. Une question, cher collègue ? Oui. Voilà.
Sur la partie effectivement, ce qu'on appelle la finalité éducative, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à peu près à définir le terme. Et dans la partie vraiment jeux vidéo, enfin, initialement, le positionnement pour nous est relativement clair. C'est avant tout de divertir, de pouvoir créer une expérience assez particulière. Le point par contre intéressant à souligner, c'est qu'un jeu vidéo quelque part peut donner une envie à quelqu'un qui après va aller beaucoup plus loin. Ça va être l'exemple des productions souvent qui sont celles d'Ubisoft avec la licence Assassin's Creed. Vous prenez Assassin's Creed Mirage, ça a donné lieu à une exposition qui a eu lieu donc à l'Institut du monde arabe et ça a permis à des gens de découvrir effectivement le Bagdad au Xe et XIe siècle. Donc l'idée quelque part, ça peut être une vraie porte d'entrée sur laquelle il faut absolument travailler et faire en sorte de pouvoir après intéresser les gens. Donc il y a une dimension au départ exclusivement divertissement qui peut aller sur une finalité éducative. Mon cher collègue, vous vouliez poser une question. À vous. Oui, même deux si c'est possible, mais je vais tâcher d'être court. Et c'est quelque part des questions qui sont des rebonds, des discussions qu'on peut avoir. Déjà, merci au SNJV et au OCL de venir ici à l'Assemblée nationale pour parler de jeux vidéo et de l'intelligence artificielle. Ma première question vient par rapport aux propos de ma collègue Céline Calvez sur est-ce que l'intelligence artificielle est un mot à la mode. Oui, on en a eu quelques-uns dernièrement, blockchain entre autres. L'intelligence artificielle, quand même, c'est une technologie qui date de plusieurs décennies et qui aujourd'hui émerge par, quelque part, les puissances de calcul qui sont fortement croissantes. Et je pense que c'est pas un mot à la mode, je pense que c'est vraiment un sujet de transformation. Vous avez parlé d'intégrer l'intelligence artificielle, ou du moins les coûts liés à l'intelligence artificielle potentiellement dans le crédit d'impôt jeux vidéo, dont je rappelle, et vous l'avez dit, qu'il a été expertisé par l'Assemblée nationale il y a 2 ans, et avec un certain nombre de propositions qui seront, je le pense, représentées lors du prochain budget. J'ai du mal à voir comment on pourrait intégrer du financement d'intelligence artificielle au sein du crédit d'impôt jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que le crédit d'impôt jeux vidéo est associé à un jeu qui est en cours de développement, alors que l'intelligence artificielle est un financement quelque part transverse des studios, et il me semble que le crédit d'impôt recherche pourrait être le meilleur dispositif. Je crois savoir qu'Ubisoft bénéficie parfois du crédit d'impôt recherche. Néanmoins, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises que vous représentez ont l'expertise? Est-ce qu'ils ont connaissance du dispositif crédit d'impôt recherche? L'ont-ils demandé? Ont-ils des difficultés pour l'avoir ou ne pas l'avoir? Comment se passe ce sujet-là? C'est vrai qu'on dit toujours que le jeu vidéo est sur 2 jambes, la tech et la culture. On a dans la construction de ce crédit d'impôt jeux vidéo un vrai point de la culture. Sur la tech, peut-être qu'il y a un petit côté de fragilité quant à ce dispositif et sa connaissance. Je voulais savoir ce qu'il en était sur ce point-là. Et après, j'aurai une deuxième question. Merci, cher collègue. Allons-y. Alors oui, effectivement, dans les studios de développement, véritablement, moi j'ai l'exemple d'un studio qui s'appelle effectivement Voxlor, qui est un studio français, qui travaille effectivement sur, alors ce sont des jeux de karaoké, et intrinsèquement il y a une technologie assez particulière, et c'est le studio de développement a capacité à la fois à sourcer ce qu'on appelle du crédit impôt recherche, et en même temps du crédit impôt jeux vidéo. Le seul point, par contre, qui est à préciser, c'est que autant dans l'écosystème du jeu vidéo, on est assez rompu aux pratiques pour pouvoir bénéficier effectivement du crédit impôt jeu vidéo. Le crédit impôt recherche est beaucoup plus complexe, ça demande souvent un accompagnement plus conséquent. Alors effectivement, je ne dis pas de bêtises, le crédit impôt recherche, c'est un montant à 7 milliards, donc c'est une manne plus conséquente. Mais par contre, qui oblige les studios, et en l'occurrence, malheureusement, les studios de plus petite taille, à avoir une capacité à pouvoir monter ce dossier-là. Et donc, si on pouvait faciliter ce genre de schéma sur le jeu vidéo, ça pourrait être un point qui permettrait de pouvoir le communiquer de manière plus conséquente. Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, la balle est aussi dans le camp du SNJV, par exemple, pour évangéliser un petit peu, ou en tout cas faire comprendre que ce dispositif de crédit d'impôt recherche s'applique tout à fait aux entreprises de jeux vidéo. Certaines en bénéficient. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu pendant 20 ans un studio et on a fait parfois des projets de R&D et donc des projets qui étaient éligibles au crédit d'impôt recherche. Et ça passe très bien. Je me rappelle avoir eu plusieurs contrôles fiscaux, ce qui est tout à fait logique, c'est le corrélat du crédit d'impôt. Et les agents des impôts étaient parfaitement... Enfin, il n'y avait pas de problème. C'est pas parce que c'était intégré dans des jeux vidéo que c'était pas sérieux ou autre. En tout cas, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le crédit d'impôt jeux vidéo, il s'applique par nature à des productions qui sont destinées à être vendues. Et c'est, à mon avis, dans l'intérêt des studios. Alors, les gros studios le font très clairement. Les petits, il faudrait peut-être effectivement qu'on les accompagne là-dessus pour isoler des dépenses qui ne sont pas des dépenses strictement parlées, qui relèvent, qui s'inscrivent dans un jeu vidéo à produire, mais qui sont des dépenses de R&D qui pourraient s'inscrire dans plusieurs jeux vidéo et qui donc seraient une assiette différente. Alors, il faut préciser, bien entendu, que les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer dans les 2 assiettes. Ça, c'est une évidence, une évidence fiscale. Non, mais parfois, des parlementaires m'ont dit « Ah oui, mais là, vous avez déjà l'assiette crédit d'impôt recherche
et vous mettez aussi vos dépenses dans le jeu vidéo, dans l'assiette crédit d'impôt jeu vidéo, ce qui évidemment n'est pas permis et n'est pas le cas. L'assiette crédit d'impôt recherche étant affectée d'un taux de 45%, je crois, beaucoup plus intéressant que celui du crédit d'impôt jeux vidéo. Mais encore une fois, ce sont des choses très différentes. Je pense que c'est à nous et c'est au studio. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'adaptation législative. C'est maintenant à nous de faire le travail et aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de s'approprier ce dispositif. Votre seconde question, mon cher collègue. Dernière question, et oui, je partage. Des fois, on veut créer quelque chose qui existe déjà et on complexifie. Autant s'appuyer sur ce qui existe déjà. La deuxième question, Thiem Trebourg, vous l'avez dit, le jeu vidéo est une industrie qui est mondialisée. Et en vrai, l'intelligence artificielle s'impose sur l'ensemble des studios de jeux vidéo. Je m'explique. Les studios de jeux vidéo français, quelque part, ont peu de ventes en France et beaucoup à l'étranger, et les ventes de jeux vidéo en France sont principalement issues des jeux vidéo des studios étrangers. Voilà, c'est d'ailleurs la première industrie culturelle mondialisée. Mario, on le connaît partout dans le monde, là où c'est pas forcément le cas sur les autres industries culturelles. Ma question ou ma réflexion, elle est dans ce sens-là. En gros, l'intelligence artificielle, on pourra mettre en place des lois en France, elle pourrait, ces lois, potentiellement fragiliser les studios français et les rendre moins compétitifs par rapport aux studios internationaux. L'évolution arrive et quelque part, je dirais, elle s'impose aux studios pour qu'ils puissent durer dans le temps. Il y a aujourd'hui, et vous l'avez dit, une réduction des temps de développement qui serait associée à la mise en œuvre d'intelligence artificielle dans la création, dans le développement de nouveaux jeux vidéo. L'une des conséquences pourrait être que les studios pourraient réaliser sur un temps donné plus de jeux vidéo qu'ils ne le font aujourd'hui. On voit qu'à la sortie de la période Covid, on a eu d'un seul coup sur le marché plus de jeux vidéo qui sont arrivés, et avec une plateforme assez monopolistique qui s'appelle Steam, une difficulté pour certains studios d'être visibles et de pouvoir vendre. Ne croyez-vous pas que l'augmentation du nombre de jeux vidéo qui pourrait être la conséquence de la mise en place de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des chaînes de production de jeux vidéo pourrait arriver dans une échéance de quelques années à une surproduction qui aurait comme conséquence alors une crise des studios de jeux vidéo et potentiellement, alors même qu'on commence à peine à voir la sortie de la crise, une deuxième crise qui pourrait arriver. Et dans ce cadre-là, comment la France pourrait essayer d'anticiper cette potentielle crise qui arriverait? Vous avez dit qu'il y a aujourd'hui le crédit d'impôt jeux vidéo et aussi le fonds d'aide aux jeux vidéo qui accompagne le secteur, mais ne devrait pas y avoir aujourd'hui une réflexion en France quant à un financement beaucoup plus large ou un accompagnement beaucoup plus large du jeu vidéo au travers d'une stratégie nationale, principalement peut-être sur la capacité à pouvoir financer les structures pour anticiper cet avenir qui pourrait être assez compliqué si jamais on arrivait à une forte croissance du nombre de jeux vidéo mis sur le marché. Merci beaucoup. Allons-y. Qui veut commencer? Monsieur Sargent. Oui, alors la situation est assez complexe parce qu'on a donc cette évolution, cette innovation IA, et on a d'un autre côté, et qui n'est pas liée à ça, une crise mondiale du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, je parle de crise mondiale, en vérité, il n'y a pas vraiment de récession, par exemple. On attend les chiffres, mais globalement, on est une industrie qui est en croissance, mais on a eu, à cause, à mon avis, de désordres financiers, un problème de surproduction, entre autres. Alors, non, justement, l'idée, c'est que c'est une économie de l'offre, donc c'est une économie naturellement de surproduction. On est en surproduction en 2000, en 2010, en 2020, on sera en surproduction en 2030, parce que, voilà, il y a trop... l'idée, c'est que seuls les jeux excellents peuvent avoir des bonnes performances. Donc, comme j'ai dit, des désordres financiers ont entraîné trop de financement mal intégré à la chaîne de valeur globalement au sortir du Covid. Globalement, en vérité, quand on regarde, ça avait commencé avant le Covid. Donc le Covid, en fait, n'a eu qu'un rôle psychologique ici. Il n'y a pas eu d'explosion du nombre ni du nombre de jeux, ni d'ailleurs du nombre de joueurs. C'est très intéressant. Bref, on a eu donc une crise due à des désordres financiers. Du coup, trop de production, effectivement, de qualité qui n'ont pas rencontré leur public. Et effectivement, là, si on se dit, la réponse à ça, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est de se dire, je vais faire des jeux moins chers pour pouvoir en sortir plus, ce serait une logique qui serait assez mortifère et en tout cas assez étonnante d'un point de vue intellectuel. Et d'ailleurs, moi, je ne crois pas que encore une fois, quand je dis je ne crois pas, ça n'est pas une façon de dire ça n'arrivera pas. C'est vraiment je ne pense pas, mais je peux me tromper, que l'IA va entraîner une baisse du coût des jeux.
ou une baisse du temps de production des jeux. S'il y a une baisse de production du temps de production des jeux, il y aura peut-être une là, parce qu'il y aura une correction. C'est-à-dire que peut-être que des jeux étaient quand même un petit peu trop chers à fabriquer à cause donc, des problèmes d'investissement que je mentionnais tout à l'heure, il y a 2-3 ans. Mais je ne crois pas que la stratégie, ça soit avec l'IA, faisant des jeux moins chers plus vite. Si c'était le cas, ce serait à mon avis pas une bonne chose. Non, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, je reviens sur une économie de l'offre. Donc ça va être comment est-ce qu'on fait des contenus de meilleure qualité. Et je ne crois pas que ça ira par des budgets plus faibles, personnellement. En fait, le point qui est important, alors que vous l'avez souligné, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'offre, elle est très, très abondante, très diversifiée. En fait, tout joueur trouve n'importe quel type de jeu vraiment correspondant à son goût. Après, effectivement, je prends l'exemple de la plateforme que vous évoquez, il y a plus de 20 000 jeux qui sortent par an nouveaux, je dis bien nouveaux. Donc, l'idée, c'est que à la fois, quand on est amené à créer un jeu, il faut vérifier qu'il y a une attente assez conséquente de la part de la communauté. C'est toujours un principe d'offre. Et le travail qui a souvent été un peu bousculé il y a quelques 10 ans avec la digitalisation du marché, c'est que tous les studios pensaient pouvoir vendre leur jeu, quoi. Mais le fait de vendre un jeu, c'est à la fois savoir le publier, le marketer, être amené à trouver effectivement le relais par rapport à la communauté. Et je pense que le travail qui va être aujourd'hui de plus en plus renforcé, c'est la position de l'éditeur qui va être à même de pouvoir dire sur ce jeu-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'augmenter l'intérêt auprès du joueur, quels sont les éléments qu'il attend pour qu'il puisse être amené à s'y intéresser plus et créer un élément différenciant. Donc ça renforcera un certain nombre aujourd'hui de métiers qui avaient été un peu laissés de côté parce qu'on pensait que produire un jeu, il fallait le mettre sur une plateforme et ça se vendait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a besoin absolument de le marketer. Donc je pense que l'IA permettra de faire des jeux encore de plus forte qualité, avec un rendu encore plus conséquent, et on répondra à cela à travers à l'attente du joueur, mais on va renforcer effectivement le rôle de l'éditeur. Bien, nous arrivons au terme de notre audition et nous vous remercions très sincèrement pour les éclairages que vous nous avez apportés. Je dois dire que, en ce qui me concerne, et peut-être d'autres collègues sont-ils dans le même cas, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout, c'est le monde du jeu vidéo. S'agissant de l'IA, ce qui est intéressant, c'est que vous ne nourrissez ni n'exprimez aucune sorte d'inquiétude par rapport à l'IA comme innovation, puisque l'innovation est dans votre ADN depuis les origines, c'est consubstantiel. Et de toute façon, vous êtes peu impacté par les risques que nous avons très longuement énumérés pendant cette première partie de la mission, puisque vous avez des produits non linéaires, donc pratiquement impossibles à copier, je veux dire, ça n'a pas de sens, en plus, dont l'obsolescence est rapide en fonction de l'avancée technologique. Donc vous êtes de cette manière protégé, contrairement, par exemple, au cinéma ou à la musique ou évidemment à la littérature. En tout cas, merci infiniment pour ces échanges. Et si vous avez des contributions complémentaires, vous pouvez les faire parvenir à nos administrateurs. Merci et bonne fin de journée.